maintenant, Théma nous offre un check-up complet du grand marché de la santé. Bonsoir. La santé est-elle une marchandise? Et si elle l'est, est-elle une marchandise comme une autre? La question, pour provocante qu'elle soit, se pose de manière très évidente aujourd'hui. Elle se pose parce que nos systèmes de santé sont exsangues. Elle se pose parce que les guerres que mènent les laboratoires pharmaceutiques ont plus à voir avec la finance qu'avec l'intérêt général. Elle se pose aussi quand le tourisme devient médical et que les bienfaits d'un acte chirurgical se vendent sur le net comme ceux d'une savonnette. Alors on est très loin dans cette description du modèle social affiché par la Déclaration des droits de l'homme ou par l'Europe et qui font de la santé un droit fondamental, mais on est probablement beaucoup plus près d'une réalité où la santé suit les lois du marché. Le grand marché de la santé, c'est le sujet de la Théma que je vous propose ce soir. Tout de suite, un aperçu des films de cette soirée. L'assurance maladie, des centaines de milliards d'euros par an. Principaux bénéficiaires, les groupes pharmaceutiques, les cliniques privées et les médecins. Mais pour les patients, un service qui se dégrade. Enquête sur les systèmes de santé en France et en Allemagne. En Thaïlande, le tourisme médical explose. Équipes très compétentes, hôpitaux ultramodernes et soins de haut niveau. Le tout 4 fois moins cher qu'en Europe, grâce aux salaires locaux très bas. Se faire soigner en low cost au bout du monde, une bonne idée vraiment? Reportage. Pour les Européens, la campagne haineuse que suscite actuellement aux États-Unis la réforme du système de santé est réellement ahurissante. Une réforme, je vous le rappelle, qui est l'un des fondements de la politique d'Obama et qui vise à assurer d'une couverture maladie les 46 millions d'Américains qui en sont exclus. Alors, habitués et défenseurs de la sécurité sociale, les Européens regardent en effet un peu médusés les arguments de ceux qui s'opposent à ce qui nous apparaît ici comme un minimum de justice sociale. Pourtant, en Allemagne, comme en France, nos systèmes sont bien malades, trop coûteux, souffrant de déficits chroniques. Ils résistent de moins en moins bien aux assauts des privatisations, des lobbies, des laboratoires pharmaceutiques et des logiques financières, lesquelles finissent par mettre à mal les fondements même de la protection sociale, à savoir l'égalité des soins pour tous. Alors, nos systèmes de santé résisteront-ils à leurs propres déficits et aux exigences de rentabilité? Voyez l'enquête en France et en Allemagne de Martin Grönmeier et Robert Sibis. On se retrouve après. Être malade coûte cher, très cher. En Allemagne et en France, les assurances maladies obligatoires collectent et distribuent chaque année plus de 300 milliards d'euros. Et la tendance est à la hausse. Pourtant, le régime de santé est malade. Les temps d'attente s'allongent, les médecins sont stressés, le patient paye plus cher. Comment cela est-il possible? Et où va l'argent? Quand vous êtes malade, vous n'êtes pas un consommateur en quête de produits. Vous êtes en demande de soutien et d'attention. Vos soins sont déterminés par les médecins et par votre assurance maladie. Ce sont eux qui dépensent votre argent. Le flux de ces milliards d'euros est contrôlé par les politiques, pour le bien des malades et contre les pressions exercées par de puissants groupes d'intérêt. Grâce aux médicaments brevetés, l'industrie pharmaceutique réalise des bénéfices considérables. Elle s'intéresse à l'argent des assurances maladies obligatoires, à votre argent. Les sociétés pharmaceutiques usent de tous les moyens pour tirer un profit maximal de chaque nouvelle molécule. Le cas suivant est complexe. Il commence dans les années 90, sous le soleil de Californie. Aujourd'hui,
Il concerne plusieurs milliers de patients en France et en Allemagne. Même le Parlement allemand est impliqué. Il s'agit du traitement d'une maladie oculaire rare. Ingo Wirtz est atteint d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Des vaisseaux sanguins prolifèrent dans son œil et le rendent progressivement aveugle. On voit de plus en plus flou. Ce que j'ai constaté, c'est que le matin au réveil, quand je regardais le plafond, qui est blanc, pendant un court instant, j'avais comme une tache d'encre dans mon champ de vision. Dès les années 90, la société américaine Genentech développe une molécule qui agit contre ces vaisseaux. Mais ce genre de capillaires ne prolifère pas seulement lors des maladies oculaires. Ils apparaissent aussi lors des cancers. À partir de la molécule, les chercheurs vont donc créer deux substances actives proches que Genentech vend à deux fabricants différents. Bruno Toussaint est rédacteur en chef de la revue pharmaceutique indépendante Prescrire. Il a suivi l'affaire de près. Une firme a développé le médicament anticancéreux et le vend cher, en quantité assez imposante par dosage, parce qu'il y a tout un cancer à soigner. Cette firme est la société pharmaceutique Roche. En 2005, elle commercialise sa version de la molécule. Le produit s'appelle l'Avastin. Le prix est fixé par les laboratoires Roche à environ 1 500 € le flacon. L'Avastin n'est autorisé que pour le traitement du cancer. Mais des ophtalmologues américains découvrent bientôt qu'il peut être aussi utilisé pour traiter la dégénérescence maculaire liée à l'âge. On a constaté qu'à dose extrêmement réduite, ce médicament pouvait être appliqué dans l'œil avec d'excellents résultats. Il a donc été utilisé par les médecins dans le monde entier. Pour simplifier le travail des médecins, certaines pharmacies conditionnent le produit en seringue oculaire et le vendent aux ophtalmologues. Pendant 2 ans, les ophtalmologues utilisent l'Avastin pour soigner leurs patients, avec de bons résultats. Est-ce que vous avez l'impression que l'état de votre œil s'est stabilisé? Oui, et lors des derniers examens, on a même constaté que ça s'était amélioré de 50%. Donc ça n'est pas uniquement stabilisé, ça s'est même un peu amélioré. Oui. Malgré le succès de l'Avastin, Roche n'a jamais sollicité une autorisation officielle pour l'utilisation de son produit sur l'œil. Une attitude a priori surprenante. Mais il y a la deuxième société qui a elle aussi acheté les droits d'exploitation de la molécule. Il s'agit du géant pharmaceutique Novartis, dont le chiffre d'affaires annuel avoisine les 40 milliards d'euros. Une autre firme le vend, ou plus exactement un médicament extrêmement proche, il n'y a presque pas de différence, c'est très très proche, le vend en petite quantité pour soigner l'œil, injecté dans l'œil. Alors, en le vendant bien sûr cher, parce que des gens qui sont en train de perdre la vue, ils sont prêts à mettre cher pour un truc qui va leur rendre la vue. C'est un espoir quand même, bien sûr. Novartis appelle son médicament le Lucentis. 1 millilitre de Lucentis coûte 30 fois plus cher qu'1 millilitre d'Avastin. Et contrairement à l'Avastin, le Lucentis est autorisé pour les injections intraoculaires. Ce qui interpelle ici, ce sont les imbrications entre les deux sociétés. 30% des laboratoires Roche appartiennent à Novartis. Tout se passe comme si Roche voulait laisser l'immense marché des soins oculaires à son partenaire Novartis. Et les ophtalmologues, acceptent-ils de passer à la version coûteuse de la molécule et de renoncer à l'Avastin, pourtant nettement moins cher ? Apparemment, la société Novartis a tablé sur le fait que les médecins se comporteraient comme ils l'ont toujours fait, à savoir qu'ils prescriraient et utiliseraient leurs produits parce que c'est le produit autorisé.
Elle a tout simplement ignoré le fait que les médecins utilisaient déjà depuis plusieurs années une autre préparation qui est tout aussi efficace. Novartis a estimé que les médecins seraient assez légalistes et auraient suffisamment peur d'éventuelles complications juridiques pour changer de produit. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Les médecins continuent d'utiliser l'Avastin en injection intraoculaire. Les pharmacies continuent de le conditionner et les caisses d'assurance maladie le remboursent. Mais Novartis n'est pas du genre à se laisser mettre des bâtons dans les roues par des médecins récalcitrants. La société assigne tout le monde en justice. Les pharmacies, les caisses maladies, les médecins. Elle veut obtenir l'interdiction d'utiliser l'Avastin, moins cher mais non autorisé. Novartis nous a attaqués en référé pour nous empêcher d'utiliser l'Avastin à la place du Lucentis. Mais les juges ont donné raison aux médecins, estimant que Novartis ne pouvait pas les contraindre à utiliser exclusivement son produit, à savoir le Lucentis. Mais Novartis ne renonce pas. La société a ouvert un bureau à 2 pas du Reichstag. Elle n'accorde aucune interview sur la question du Lucentis et de l'Avastin. En revanche, hors caméra, les représentants de Novartis annoncent clairement des objectifs chiffrés. Pour sa version de la molécule de Genentech, Novartis veut obtenir 300 millions d'euros par an de la part des assurances maladies allemandes. Depuis le procès perdu, cet objectif semble pourtant difficile à réaliser. L'affaire va devenir politique. La commission santé du Parlement allemand réunit des lobbyistes du secteur de la santé et des membres du gouvernement. Le ministère allemand de la Santé va proposer une modification de la législation pharmaceutique qui permettrait à Novartis de réaliser ses objectifs de chiffre d'affaires. Les membres de la commission sont pourtant tout à fait conscients de la différence de prix entre les 2 médicaments. La société Novartis, qui est en partie actionnaire de Roche, a développé un produit pour cette application thérapeutique. Elle en a fixé le prix et ce prix est très nettement supérieur à celui de l'Avastin. On peut effectivement supposer que cela est dû à des motivations économiques. À l'ordre du jour, une actualisation de la législation sur les médicaments, de la routine. Mais le projet de loi du gouvernement recèle un paragraphe synonyme de jackpot pour Novartis. Une clause anodine interdit en effet le reconditionnement de l'Avastin. Elle pourrait contraindre les ophtalmologues à n'utiliser à l'avenir que le produit plus cher, le Lucentis. Cela coûterait plusieurs centaines de millions d'euros aux caisses d'assurance maladie. Pourquoi cette clause puisque Novartis a perdu son procès? Face à la caméra, personne ne souhaite s'exprimer à ce sujet. À la fin du tournage de ce reportage, l'adoption définitive de ce projet de loi n'avait toujours pas été entérinée. Mais quelle qu'en soit l'issue, le cas illustre à quel point les groupes industriels influent sur les décisions politiques. Souvent, ce n'est qu'une histoire de gros sous, mais parfois cela peut également affecter votre santé. En Allemagne, de plus en plus de communes endettées vendent leurs hôpitaux. Entre les intérêts économiques et le bien-être des malades, les élus locaux doivent alors peser le pour et le contre. En 2006, la petite ville de Wegberg, dans la Ruhr, privatise son hôpital pour réduire ses dépenses. L'établissement nécessite une rénovation, mais il est exempt de dettes. La ville le cède pour 26 000 euros. L'acheteur est un investisseur unique. Le docteur Arnold Pier sera médecin-chef, propriétaire et directeur de cet hôpital qui compte une centaine de lits. Cet homme a assassiné ma mère. Il s'est rendu coupable de coups et blessures. Pour moi, il est évident qu'elle aurait continué à vivre s'il l'avait soignée correctement. Christelle Lenzen meurt à 68 ans d'une infection rénale, diagnostiquée mais non traitée par les médecins. L'autopsie révèle des fautes professionnelles graves. Le parquet se saisit de l'affaire.
Elle aurait dû être hospitalisée dans une clinique urologique. Mais au lieu de ça, il l'a ramenée dans son établissement, par appât du gain, pour éviter de perdre une cliente. La famille Lenzen n'est pas seule. L'hôpital de Wegberg est aujourd'hui poursuivi pour 70 cas de fautes professionnelles et d'interventions inutiles. Dans certains cas, les patients sont décédés. Le docteur Peer perd son droit d'exercer, mais il reste propriétaire de l'hôpital. Le nombre de cas ne cesse d'augmenter, ce qui repousse à chaque fois le début du procès. Nous n'avons pas pu intervenir. Avec un hôpital public, nous aurions pu agir directement. Nous aurions pu suspendre les médecins incriminés, les remplacer par d'autres et rétablir un lien de confiance avec l'hôpital. Mais dans le cas présent, cela n'a pas été possible parce que nous n'avons pas le droit de dicter à quelqu'un ce qu'il doit faire avec l'hôpital dont il est propriétaire. Le drame de Wegberg est un cas extrême, mais il démontre ce qui peut se produire quand une municipalité vend son hôpital à un repreneur mal intentionné. En général, les hôpitaux des communes endettées ne sont pas rachetés par des investisseurs uniques, mais par des grands groupes hospitaliers. L'un d'entre eux est le groupe Helios, dont le siège est à Berlin. Nous nous sommes étendus à partir de l'Est vers le Sud, puis vers l'Ouest, en Hesse. Quand vous regardez la carte, vous voyez que nous sommes aujourd'hui implantés sur tout le territoire allemand. Et nous espérons poursuivre notre développement au cours des années à venir. Quelle est la recette du succès d'Helios? L'hôpital, c'est notre métier. L'État, les municipalités, les cantons ont de nombreuses missions. L'hôpital n'est qu'une seule de ces missions. Nous ne travaillons que dans le domaine hospitalier. Nous sommes des spécialistes et nous connaissons mieux le métier que celui pour qui l'hôpital n'est qu'une responsabilité parmi d'autres. Mais connaître le métier signifie également savoir gagner de l'argent. Pour qu'une affaire soit rentable pour un investisseur, il faut qu'il y ait des bénéfices. Or, ces bénéfices ne profitent ni aux malades ni aux employés. Ils profitent à une tierce personne. En d'autres termes, de l'argent est ponctionné sur notre système de santé pour permettre à quelqu'un de faire un bénéfice. Pour les interventions réalisées à l'hôpital, les caisses d'assurance paient un prix fixe. Ainsi, une ablation de l'appendice rapporte environ 2100 €. Pour gagner de l'argent, les hôpitaux privés sont donc contraints de réduire leurs coûts. Ils réalisent par exemple des économies en achetant leur matériel médical en grande quantité. Une chirurgienne témoigne des conséquences que ces économies peuvent avoir pour la santé des patients. Elle travaille pour une autre chaîne d'hôpitaux et souhaite rester anonyme. La direction de son hôpital a opté pour l'achat de fils de suture moins chers. Une économie non négligeable. Une patiente qui avait été opérée chez nous présentait des troubles qui semblaient indiquer une infection. Nous l'avons réopérée et constaté qu'il n'y avait pas d'infection, mais que la moitié des points de suture avaient lâché. Nous avons alors signalé à la direction du bloc opératoire que nous avions des problèmes récurrents avec le nouveau matériel de suture. Certaines infirmières ont même tenté de commander les anciens fils de suture en contournant la centrale d'achat. Mais cette initiative a été bloquée. On nous a dit « Non, tout doit passer par la centrale d'achat. Vous devez vous débrouiller avec ce matériel de suture. » Les patients sont rarement informés des raisons de telles complications. Mais quel est le nombre de ces cas? Quelles autres conséquences les économies des hôpitaux ont-elles pour les patients? Parmi les chaînes d'hôpitaux, le groupe Helios est réputé pour pratiquer des contrôles de qualité stricts. Mais ces contrôles reposent sur la bonne volonté des hôpitaux, et certains sont apparemment moins consciencieux. Les municipalités qui font face à un fort taux de chômage et à d'importants problèmes économiques sont tentées de privatiser leurs hôpitaux. Le conseil du canton de Mansfeld-Südharz s'est réuni pour décider de la vente de ces 3 hôpitaux au groupe Helios.
Vertrag mit Helios betreffend ist mehrheitlich zugestimmt worden, sodass entsprechende Regularien, die in den Verträgen vereinbart, der weitere Verfahrensweg beschritten werden können. La vente est conclue. Pour ces 3 hôpitaux, le canton va toucher 90 millions d'euros. Jamais une décision de ces élus locaux qui siègent dans un gymnase n'a eu une telle somme pour enjeu. Les hôpitaux étaient le bien le plus précieux du canton. La vente suscite pourtant la colère de certains citoyens. En principe, cette vente impose une volonté politique qui, il y a un an à peine, s'est heurtée au refus de la majorité des gens concernés et de la majorité des élus locaux. Mais tout à coup, cela a changé. C'est extrêmement déstabilisant et je ne sais pas du tout comment cela a été rendu possible. Reinhard Teschke a fondé un collectif de citoyens avec lequel il a milité pendant presque un an. Je ne suis ni économiste de la santé ni médecin. J'ai suivi cette affaire en tant que simple citoyen. Par principe, je suis contre la privatisation des services d'intérêt général et c'est cela que je défends. Reinhard Teschke a su mobiliser la population, notamment en lançant une pétition. J'ai ici entre 12 et 13 000 signatures et je pars du principe qu'il y en a au moins 10 000 qui seront légalement valides. Grâce à cette initiative, la vente a été suspendue. La gestion de la contestation fait partie du métier de Francesco De Meo, directeur commercial d'Helios. À Krefeld et récemment en Rhénanie du Nord-Westphalie, il y a eu des défilés au flambeau et de nombreuses initiatives contre la privatisation. Ces initiatives sont en grande partie à mettre sur le compte des syndicats. Alors qu'à l'est de l'Allemagne, les initiatives contestataires sont plutôt le fait des citoyens. Elles sont au-delà des partis politiques, même si c'est très orienté vers ce qu'il est convenu d'appeler la gauche. Mais à terme, le collectif des citoyens de Mansfeld-Südharz mène une bataille perdue d'avance. Le canton, lourdement endetté, est à 2 doigts de la faillite. Faute d'argent, il n'est pas en mesure de moderniser ses hôpitaux. À cela s'ajoute le fait qu'un hôpital coûte plus cher à une collectivité qu'à un prestataire privé. Les salaires versés dans le privé sont souvent inférieurs à ceux du public. Les hôpitaux qui rémunèrent leur personnel selon la convention collective publique ne peuvent pas concurrencer les établissements qui relèvent de la convention collective diaconale ou autres et qui versent des salaires inférieurs. Tout le problème est là. Les hôpitaux publics ont du mal face aux établissements privés. D'une certaine manière, le jeu de la concurrence est faussé. Dans ces conditions, le canton de Mansfeld-Südharz n'est plus en mesure de financer ses hôpitaux. Des licenciements ont été annoncés. Ils auraient pris effet à la fin de l'année. Mais là, les gens se sont réveillés et se sont dit « Attention, si on reste public, des gens vont devoir partir et ils ne seront pas remplacés. » Et je ne parle pas de plan social, mais de licenciements secs. Ça a provoqué une prise de conscience. Dos au mur, de nombreux citoyens se détournent alors du collectif. Le groupe Helios apparaît comme un sauveur. Il garantit la pérennité des emplois et des soins pour les 3 ans à venir. Aujourd'hui, la vente a eu lieu et de nombreux élus locaux sont mal à l'aise. En privé, certains affirment même que les menaces de licenciement et de fermeture auraient surtout servi à justifier la privatisation et à en faire accepter la décision à la population. Si vous coupez votre micro, je vous parlerai de la théorie du complot. En France, les privatisations se font de manière différente. Ici, les hôpitaux n'appartiennent pas aux municipalités mais à l'État. Jusqu'ici, l'État français n'a jamais vendu un hôpital entier. La France privatise par tranches, service par service. Jean-Loup Durousset est le président de la FHP,
la Fédération de l'hospitalisation privée. On a l'habitude de dire qu'on représente en gros 30% du parc hospitalier français. Et en chirurgie, nous traitons 65% de l'ensemble de la chirurgie nationale. Donc c'est un très gros secteur quand même, le secteur privé français est un des plus gros d'ailleurs, je pense, d'Europe. De nombreux hôpitaux publics sont endettés. L'argent de la sécurité sociale ne suffit plus. Exemple, le centre hospitalier de Carhaix, en Bretagne. Durant l'été 2008, l'Agence régionale de l'hospitalisation de Bretagne ordonne la fermeture des services de maternité et de chirurgie. Quand on est à Paris, qu'on aille dans un hôpital ou une clinique, bon, je ne sais pas si les gens se posent la question, mais lorsqu'on est dans un territoire comme le nôtre, où il n'y aurait même plus des services comme la maternité ou la chirurgie pour plus de 70 000 habitants, je crois que c'est inacceptable. La fermeture des hôpitaux de province entraîne l'apparition de ce qu'on appelle les déserts médicaux. Pour se faire soigner, les malades effectuent souvent de longs trajets. Christian Troadec, maire de Carhaix, mobilise la population pour protester contre la fermeture des services de l'hôpital. Pendant plusieurs mois, des milliers de personnes manifestent dans toute la région. Un collectif de femmes enceintes fait particulièrement parler de lui. Les femmes ont décidé de créer un collectif et qui a décidé, coûte que coûte, quoi qu'il arrivait, d'aller accoucher à Carhaix. Je crois qu'on a un acte d'exemple assez extraordinaire. Et des femmes ont accouché ici à Carhaix alors que la maternité était fermée. Pour accoucher à Carhaix, les femmes du collectif ne se rendent pas à la maternité, mais aux urgences. Mais quand vient le tour de Catherine Lebras, elle est envoyée à la maternité la plus proche, à 1 heure de voiture de Carhaix. Aux urgences de Carhaix, les médecins estiment en effet qu'il reste assez de temps pour transférer Catherine vers un autre hôpital. Une ambulance la conduit à Morlaix. Carhaix-Morlaix, c'est le plus près. Ça semble être une éternité. Mais les médecins ont commis une erreur d'appréciation. Dans l'ambulance, la dame qui m'accompagnait, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour me rassurer, elle me tenait la main, mais moi j'étais crispée et puis il fallait que je pousse, fallait que j'accouche, quoi. Donc dans ces cas-là, je peux vous dire que la route je la connais, mais tous les virages, je savais exactement où on était. Je me dis on n'est pas arrivé encore. Après 45 minutes, l'ambulance arrive finalement à l'hôpital de Morlaix. Il s'est passé peut-être, on m'a percé la poche des os et 2 minutes après c'était fini, quoi. Voilà. Ah oui, c'était du rapide. Inès, la fille de Catherine, est en parfaite santé. Mais pour le gynécologue, le docteur Farid Madran, les risques étaient bien réels. Vous êtes heureuse? Oui. Bon, c'est l'essentiel. Mais son accouchement était rapide. Et puis, qui va l'accoucher? Parce qu'il n'y a pas d'obstétricien dans la voiture. Donc, son accouchement aurait dû être fait sur la route par quelqu'un qui n'est pas obstétricien. Et là, la complication, elle est prévisible, puisqu'elle peut saigner, elle peut avoir des problèmes au niveau de la naissance. Donc, ça y est, je vais te... Tiens. Voilà. Les protestations de la population ont été entendues. La fermeture des 2 services a été annulée, provisoirement. Donc si demain un service de chirurgie ferme à Carhaix, ce n'est pas le CHU en premier qui va en bénéficier, mais toutes les cliniques privées qui vont voir là une manne encore financière supplémentaire arriver sans qu'ils n'aient rien à demander. L'hôpital de Carhaix reste endetté. Suite à des pressions de Paris, le conseil d'administration doit décider aujourd'hui du rattachement de l'hôpital au CHU de Brest. Carhaix perdrait ainsi le contrôle de son centre hospitalier. D'éventuelles fermetures de services seraient décidées à Brest. Et Brest, c'est loin. Certains citoyens viennent témoigner leur désaccord. Les militants exigent des garanties pour le maintien des services de maternité et de chirurgie.
Après d'âpres négociations, la majorité des délégués optent pour la fusion avec le CHU de Brest. Les militants n'obtiennent aucune garantie. Aujourd'hui, on nous impose une délibération qui n'est à aucun moment discutée réellement par les élus de Carhaix et qui a été imposée, discutée, elle, par contre, dans un bureau à Paris. Je crois que les Jacobins ont encore de beaux jours devant eux. Ici, c'est un simulacre de démocratie. Paris. L'Assemblée nationale débat sur la réforme du système de santé. Une mission de service public et il est donc cohérent de couvrir la responsabilité. La loi de réforme de Roselyne Bachelot, actuelle ministre de la Santé et des Sports, vise une refonte globale du système de santé. Certains aspects de sa réforme sont majoritairement approuvés, d'autres beaucoup moins. L'opposition dénonce la part belle faite au secteur privé. Les établissements de santé privés. Vous leur dites, voilà, vous voyez, tous les problèmes de santé sont devant vous, vous choisissez ce qui vous intéresse. Pas de problème, ils prennent ce qui est rentable, tout ce qu'ils peuvent faire, ok, qui leur rapporte de l'argent, et puis ce qui ne les intéresse pas, ça va à l'hôpital public. Si c'est ça, ça pose un gros problème. Les soins médicaux d'urgence sont les moins rentables. Ils sont extrêmement coûteux et ne donnent lieu à aucun supplément de facturation. Michel Dru est anesthésiste urgentiste dans un grand hôpital parisien. Il comprend parfaitement les difficultés des hôpitaux publics. C'était un étranglement financier. Chaque année, on leur demandait un peu plus dans les restrictions budgétaires et dans les économies, et qui arrive un moment où on ne peut plus soigner correctement les patients parce qu'on n'a plus les moyens suffisants pour pouvoir le faire. À plusieurs reprises, le personnel hospitalier descend dans la rue pour manifester contre la loi Bachelot. Valoriser comme ça, et on les a comme ça, et on les a comme ça, et on les a comme ça, et on les a. Alors c'est facile quand il y a un gouvernement qui manipule comme ça le mensonge de passer une loi scélérate qui est contraire à l'histoire des hôpitaux, qui est contraire à l'histoire et au progrès scientifique et de la médecine en France. Lorsqu'ils viennent de passer sous couvert du progrès la libéralisation et la privatisation du service public, c'est une véritable honte. Les hôpitaux privés, en revanche, accueillent cette nouvelle législation avec sérénité. Non sans raison. Et Mélanie, donc, est en charge de la relation avec nos parlementaires et avec nos différents ministères pour essayer de tisser des liens entre la fédération et nos représentants élus qui vont devoir décider de l'avenir de tout notre secteur. Voilà. Effectivement, à force donc de leur faire passer des messages et de les rencontrer, on a réussi à les sensibiliser à un certain nombre de points qui sont défendus souvent en séance par nos relais, effectivement. En Allemagne, ce sont les médecins eux-mêmes qui décident des évolutions du système de santé et du montant de leurs honoraires. Leur congrès annuel est aussi l'occasion de formuler des revendications politiques. Jörg Dietrich Hoppe, président de l'Association des médecins, reproche aux responsables politiques de minimiser les problèmes actuels. Wer sich heute hinstellt und behauptet, die umfassende Gesundheitsversorgung sei sicher, der sagt schlicht und einfach nicht die Wahrheit. Pour pallier le manque d'argent, les médecins proposent que les caisses d'assurance maladie ne remboursent plus que les soins les plus coûteux. Une proposition qui, si elle était adoptée, défavoriserait les personnes à faible revenu et sans caisse complémentaire. Hoppe appelle cela la priorisation.
Mais tout le monde n'est pas d'accord pour entériner une médecine à deux vitesses. À l'extérieur, une manifestation dénonce la proposition de Hooper. Le danger est là. Hope dit, il n'y a pas assez d'argent, il faut émettre des priorités. Cela signifie que les soins qui ne seront plus couverts par l'assurance maladie de l'État seront facturés aux particuliers par le médecin ou pris en charge par une mutuelle. Et nous sommes strictement opposés à cela. Parce que pour nous, le fait de ne plus rembourser tous les soins nécessaires va à l'encontre de la dimension sociale de l'assurance maladie. Autre pomme de discorde, les honoraires des médecins. La réforme du début 2009 visait à rééquilibrer les disparités de revenus entre les lenders. Ceux qui protestent, ce sont ceux qui touchent moins d'argent. Ceux à qui le système profite ne disent rien. Aujourd'hui, les médecins installés à l'est de l'Allemagne sont très bien payés. Ceux-là, ils ne protestent pas. Ceux qui râlent, ce sont ceux qui sont un peu moins bien payés, les médecins de Bavière ou du Bade-Württemberg, par exemple. Pour les spécialistes des lenders les plus riches, les temps sont difficiles. Le docteur Kessler exerce à Ansbach, non loin de Nuremberg. Il dirige un centre de chirurgie ambulatoire. Depuis la réforme des honoraires, ses interventions lui rapportent nettement moins d'argent. Jusqu'à l'année dernière, nous touchions environ 650 € pour une intervention et pour le suivi post-opératoire. Si nous en restons à la législation applicable actuellement, nous ne toucherions plus que 455 €. Pour nous, cela voudrait dire qu'au milieu de l'année, au plus tard, mon associé et moi serions amenés à cesser notre activité et à nous déclarer en cessation de paiement. Même si le docteur Kessler évitera sans doute le pire, les spécialistes de chirurgie ambulatoire de Bavière font partie des grands perdants de la réforme des honoraires. Pour faire face, le docteur Kessler demande à sa patiente, Claudia Linz, de se présenter à sa caisse d'assurance maladie avec un devis préopératoire. Les docteurs Kessler et Kirkfen sont des médecins conventionnés. Ils ont un contrat avec l'assurance maladie et ils sont tenus de vous soigner sur présentation de votre carte d'assuré social. Nous ne pouvons pas faire de remboursement complémentaire. L'intervention au genou de la patiente est un acte médical pour lequel un tarif de convention a été fixé. Le docteur Kessler le sait. C'est un procédé connu, notamment ici en Bavière. Certains médecins essayent d'utiliser leurs patients pour imposer leurs revendications en termes d'honoraires. Dans le cas que nous venons de voir, le médecin a incité l'assuré à faire une demande de remboursement complémentaire chez nous. Dans les faits, c'est une façon d'imposer ces revendications d'honoraires. L'anecdote du devis préopératoire s'inscrit dans une partie de bras de fer, dans lequel le patient est en première ligne. Quand on nous reproche d'instrumentaliser nos patients, il y a une part de vérité, mais notre but n'est pas de les instrumentaliser. Nous leur demandons de nous aider. Nous sommes à la disposition des patients. Le service que nous leur fournissons n'a pas changé. Par contre, nous ignorons combien nous serons payés. C'est cela que nous essayons d'expliquer à nos patients quand nous leur demandons d'aller voir la caisse d'assurance maladie avec leur devis. Comme prévu, Claudia Linz a obtenu son intervention, mais elle en garde une impression désagréable. C'est un conflit qui nous dépasse totalement en tant qu'assuré social. D'ailleurs, ce n'est pas de notre ressort. L'assuré cotise et en échange, il a droit à une prestation. Parce que sinon, à quoi bon payer des cotisations ? À ce jour, la polémique sur les honoraires des médecins bavarois n'est toujours pas réglée. Certains élus de Bavière ont pourtant promis que les pertes de revenus causées par la réforme des honoraires seraient limitées à 5%. Mais ils ne précisent pas d'où viendra l'argent. En Rhénanie du Nord-Westphalie, ce sont les généralistes qui se plaignent. Ils n'ont jamais fait partie des catégories les mieux payées du secteur médical. Ils assument pourtant une part importante de l'accès aux soins. Une mission qui prend du temps. Des études démontrent pourtant que de tous les médecins européens, les Allemands sont ceux qui passent le moins de temps avec leurs patients.
En Allemagne, la durée moyenne d'un rendez-vous est de 8 minutes contre 16 en France. Ce manque de temps a failli coûter la vie à Helmut Küpper, suite à un infarctus non détecté. Je ne me suis même pas rendu compte que j'avais fait un infarctus. J'ai juste remarqué les douleurs. Je me baladais comme ça pendant 3 mois, jusqu'au moment où je n'arrivais plus à respirer. Heureusement, le docteur Grauduschus m'a immédiatement pris un rendez-vous avec un cardiologue. Et heureusement, alors qu'il s'apprêtait à partir en vacances, il m'a immédiatement donné un rendez-vous pour une coronographie. C'est probablement grâce à eux que je suis assis ici. Après un examen détaillé, le généraliste Martin Grauduschus détecte l'infarctus. Helmut Küpper lui-même ignorait qu'il était en danger de mort. Parfois, les tableaux cliniques ressemblent un peu à un caméléon. Ils ne sont pas toujours évidents à repérer. Dans ce genre de cas, le suivi et la bonne connaissance du patient sont des facteurs très importants. Son médecin a pris le temps de l'examiner. C'est ce qui a sauvé Helmut Küpper. Les changements sont pourtant perceptibles. Autrefois, les médecins vous parlaient davantage. Aujourd'hui, ils ont apparemment des difficultés financières. Ils ont énormément de frais et donc ils ont tendance à, je ne dirais pas expédier, mais à traiter le patient assez rapidement. Pour les médecins, le manque de temps s'explique par le système d'honoraires. Les entretiens avec le patient ne sont pas rémunérés. Quand un patient vient me voir une fois par semaine, pendant 8 à 10 semaines, et qu'à chaque fois la consultation me prend 10 minutes, je perçois un honoraire de 36 € et pas un centime de plus. Les soins qui correspondent à ces 36 € sont le plus souvent prodigués en 1 ou 2 séances. Les 6, 8 ou 10 rendez-vous suivants ne vous rapportent plus rien. Les récriminations des médecins sont compréhensibles, mais ce sont les malades qui en subissent les conséquences. À terme, le médecin de famille tel que nous le connaissons a-t-il une chance de s'en sortir? Un nouveau modèle d'activité est en train de percer, les centres de soins médicaux. Ici, les médecins ne travaillent pas à leur compte. Ils sont employés par une société. Les centres de soins médicaux, comme le centre Atriomed, sont incontestablement un modèle d'avenir. En Allemagne, 70 nouveaux centres de soins ouvrent chaque trimestre. Et la tendance est à la hausse. Les centres de soins médicaux proposent un cadre moderne, des temps d'attente réduits et des diagnostics pluridisciplinaires. Depuis peu, les consortiums médicaux peuvent racheter des cabinets médicaux et ouvrir des centres de soins. C'est particulièrement intéressant pour les chaînes d'hôpitaux. Mais certains craignent pour l'indépendance des médecins. Comment être sûr en effet que les objectifs économiques des administrateurs n'influenceront pas les décisions médicales? Le succès des centres de soins fait peur aux médecins. Martin Grauduschus n'est pas seulement généraliste, il est aussi président de l'association Freie Ärzteschaft, corps médical libre. Wir fordern alle, Ärztinnen und Ärzte, Patientinnen und Patienten, von den politisch Verantwortlichen in diesem Lande die unumkehrbare Zusicherung, dass die flächendeckende und wohnortnahe Haus- und fachärztliche Versorgung ohne Abstriche erhalten bleibt. Les médecins reprochent aux centres de soins médicaux de traiter les patients de manière anonyme et industrielle. Les malades, disent-ils, sont considérés comme un facteur économique, au détriment du contact humain. Les grands groupes veulent profiter de la restructuration actuelle pour prendre le contrôle du marché de la santé, non seulement des hôpitaux, mais aussi des soins ambulatoires. Or, la rationalisation des soins n'est possible que dans des centres et non pas en conservant des centaines de milliers de médecins, comme c'est le cas aujourd'hui. Une fois que l'industrie aura le monopole des soins, elle pourra en fixer le prix. Les caisses d'assurance réduiront leur catalogue de prestations et la qualité des soins s'en ressentira. Le pouvoir des consortiums médicaux ne cesse de grandir. Les centres médicaux ne sont pas le seul motif d'inquiétude pour les médecins. Financièrement, le concurrent principal des médecins
et l'industrie pharmacologique. Plus les caisses dépensent d'argent en médicaments, moins il en reste pour les honoraires médicaux. Les médecins voudraient par conséquent mettre le holà aux dépenses de médicaments. Pour cela, ils ont réuni un séminaire d'experts et de hauts fonctionnaires à Düsseldorf. Parmi eux, Rainer Hess, président du Comité fédéral allemand de la santé. Le comité fédéral allemand que je représente a pour mission d'effectuer une analyse coût-bénéfice de notre production de médicaments. La rencontre d'aujourd'hui doit servir à déterminer les critères de cette étude. Les débats sont animés par Gert Gleske, expert en pharmacologie. Il déplore que nous dépensions actuellement plus d'argent en médicaments que pour les médecins. Autrefois, les dépenses se classaient de la manière suivante. Hôpital, honoraires des médecins, médicaments. Aujourd'hui, c'est hôpital, médicaments, honoraires des médecins. Une explication à ce phénomène est l'explosion du coût des campagnes de vaccination. En l'occurrence, le responsable est le Gardasil, un vaccin contre le VPH, le virus du papillome humain. Ce virus peut entraîner le cancer du col de l'utérus. Depuis début 2007, les caisses remboursent la vaccination des filles entre 12 et 17 ans. Mais le vaccin est cher. En l'espace de 18 mois, le Gardasil, le vaccin le plus courant contre le VPH, est devenu le médicament le plus vendu en Allemagne. Pour l'industrie pharmaceutique, la campagne de vaccination anti-VPH a généré des centaines de millions d'euros, uniquement pour l'Allemagne. Fin 2007, Sina Hofrath se fait vacciner à son tour. Aujourd'hui, elle le regrette. Après sa 3e injection de Gardasil, elle est tombée malade. Avant la paralysie, ça a commencé avec des picotements dans les pieds. Et puis ces picotements sont remontés de plus en plus. J'ai commencé à en ressentir dans les mains. Et au bout d'un moment, je ne pouvais plus marcher et je suis tombée. Sina souffre du syndrome de Guillain-Barré, une maladie du système nerveux, aujourd'hui reconnue comme un effet secondaire rare du vaccin anti-VPH. Je me suis retrouvée à l'hôpital et mon état a empiré de jour en jour. À partir d'un moment, c'est arrivé dans le visage. La moitié gauche de mon visage était paralysée et je ne sentais plus ni mes bras ni mes jambes. Certains organes intérieurs ont également cessé de fonctionner. En Allemagne, la mise sur le marché de nouveaux vaccins se fait sur recommandation de la Commission permanente des vaccins, qui dépend de l'Institut Robert Koch. En mai 2007, cette commission recommande la vaccination anti-VPH. Le Comité fédéral allemand de la santé confirme cette recommandation et ordonne le remboursement du vaccin par les caisses. Aujourd'hui, le président du comité se montre plus réservé. Quand la commission permanente des vaccins avait recommandé le vaccin contre le VPH, nous n'avions que 3 mois pour prendre notre décision. Nous n'avons pas eu la possibilité de réaliser nos propres analyses. Dès la recommandation, les producteurs du vaccin anti-VPH se lancent dans une vaste campagne de publicité. Le but, vacciner un maximum de jeunes filles aux frais de la caisse d'assurance maladie. En France, la vaccination rencontre également un vif succès. Avant de se faire vacciner, Sina Hofrath a elle aussi vu les spots publicitaires. C'était un clip où on voyait une mère avec la main de sa fille dans la sienne. Et la fille grandit de plus en plus. Et là, la mère dit « Protégez votre enfant contre le cancer du col de l'utérus ». Ensuite, on voit le vaccin. Le message que j'en ai retiré, c'est que ce vaccin protège les jeunes filles contre le cancer du col de l'utérus. Mais quelle est l'efficacité réelle du produit injecté? Des centaines de milliers de jeunes Allemandes ont été vaccinées. Fort heureusement, les cas d'effets secondaires comme celui de Sina sont restés rares. Certains scientifiques reprochent aux fabricants et à la commission permanente d'avoir exagéré l'efficacité du vaccin. Après avoir vu les films publicitaires,
De nombreuses jeunes filles et leurs parents étaient convaincus d'une protection à 100% contre le cancer du col de l'utérus. Or, selon des scientifiques indépendants, c'est loin d'être le cas. Le dossier doit donc être réexaminé. Certains scientifiques ont émis des doutes quant à l'efficacité du vaccin anti-VPH. Ce vaccin protège-t-il dans 70% des cas ou seulement dans 20 ou 30% des cas? Les scientifiques n'étaient pas d'accord sur ce point. Nous avons donc demandé à la commission permanente des vaccins d'où elle tenait ces informations. Nous avons obtenu une réponse que nous sommes en train d'étudier. Mais si aujourd'hui encore l'efficacité du vaccin est à ce point controversée, pourquoi la commission permanente des vaccins a-t-elle rendu sa recommandation aussi rapidement, dès mars 2007? On est en droit de se poser la question, d'autant qu'il semble bien que certains membres de la commission permanente des vaccins travaillent en étroite collaboration avec les producteurs pharmaceutiques. Ces doutes visent en particulier le professeur Schmidt, président de la commission au moment de la recommandation du vaccin anti-VPH. Ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est le fait que le président de la commission des vaccins ait été nommé 6 à 8 semaines plus tard, directeur du service de la société Novartis, qui produisait ces vaccins. En gros, pour le dire de manière très directe, il a quitté la commission et a été racheté par l'industrie pharmaceutique. Avant la recommandation, le professeur Schmidt avait reçu un prix récompensant ses mérites pour la promotion de la vaccination. Un prix doté de 10 000 € et parrainé par le fabricant de vaccins Sanofi Pasteur. Le vaccin a été mis sur le marché beaucoup trop tôt et la Commission a pris sa décision trop tôt également. On est en droit de se demander si ce vaccin n'a pas été lancé sur le marché uniquement pour générer du profit avant même que son efficacité n'ait été sérieusement établie. Le virologue Harald Zurhausen a découvert le lien entre le virus du papillome humain et le cancer. Pour cela, il a reçu le prix Nobel en 2008. Ça aussi, c'est bon pour l'image de la vaccination. Ça a été une grande joie. Le 6 octobre, j'ai reçu un coup de téléphone, vers 11h moins le quart. Mon interlocuteur parlait avec un accent suédois assez fort, et j'ai très vite compris de quoi il était question. Je ne vous cache pas que j'en ai été très heureux. Mais aux grandes dames du professeur Zurhausen, l'un des membres de la commission Nobel est employé par une entreprise à qui le vaccin fait gagner de l'argent. Oui, dans le jury Nobel, il y avait effectivement une personne qui faisait partie du conseil d'administration de la société AstraZeneca. Mais pour moi, il est ridicule de penser que ça ait pu jouer un rôle pour l'attribution du prix. Quant à savoir s'il est convenable que le représentant d'un groupe pharmaceutique soit membre d'un jury Nobel, c'est l'affaire du comité Nobel. La découverte du professeur Zurhausen a été unanimement célébrée comme un progrès scientifique. Et la vaccination anti-VPH coûte cher à la collectivité. Suite à l'injection du vaccin, Sina Ofrat a passé plusieurs mois à l'hôpital et en établissement de rééducation. Aujourd'hui, elle va mieux, mais elle reste marquée par son expérience. Le marché de la santé se calcule en milliards. Les innovations améliorent sans cesse la qualité des soins. Mais ceux qui contribuent au progrès sont aussi tentés de monnayer leurs avancées pour une part plus importante du gâteau. Si nos hôpitaux publics se transforment en succursales des grands consortiums de la santé, quelles en seront les conséquences pour les malades? La santé publique fait l'objet de nombreuses réformes. Beaucoup de médecins sont tiraillés entre leur mission de soins et leur intérêt financier particulier. À terme, la relation de confiance entre le malade et le médecin pourrait en être affectée. De leur côté, les sociétés pharmaceutiques utilisent toutes les ficelles juridiques pour puiser toujours plus d'argent dans les caisses de l'assurance maladie. Quelle est leur réelle influence sur le pouvoir législatif?
Les systèmes de santé de France et d'Allemagne sont régulièrement cités en exemple. Mais ils sont face à des défis considérables. Et sachez qu'après la polémique dont on parle dans le film autour de l'efficacité de ce vaccin contre le cancer du col de l'utérus, les experts, dans un avis donné au mois d'août, persistent et signent et recommandent la vaccination pour les jeunes femmes. Alors se faire opérer du cœur en Thaïlande, se faire opérer des yeux à Abu Dhabi ou se faire soigner les dents en Hongrie, ce qu'on appelle le tourisme médical a le vent en poupe et se développe à la vitesse de l'éclair, notamment dans les pays anglo-saxons. Il faut dire que sur ce grand marché mondialisé de la santé, la comparaison des additions donne à réfléchir puisqu'elles vont du simple au double. À cela s'ajoute le fait que la Commission européenne permet à tout ressortissant de l'Union de se faire soigner dans le pays de son choix en bénéficiant du taux de remboursement du pays le plus favorable pour lui, ce qui fait hurler les praticiens, en France notamment. Et dans ce grand supermarché de la santé, les choses se compliquent encore quand il s'agit de chirurgie très lourde, cardiaque entre autres. Voyez le film passionnant de Wolfgang Luck, son titre « Massage ou pontage, le business du tourisme médical ». À tout à l'heure. Ursula Hens s'envole aujourd'hui vers la Thaïlande pour des vacances pas comme les autres. Elle compte se faire opérer des yeux à Bangkok. Ursula est allemande. La chirurgie au laser qu'elle veut faire n'est pas remboursée par sa caisse d'assurance maladie et une clinique privée coûte trop cher pour elle en Allemagne. Ursula s'est déjà fait opérer en Thaïlande il y a quelques années. Franchement, les Thaïlandais sont beaucoup plus avancés que nous dans le domaine médical. Ils sont aussi 100 fois moins chers. Ils sont plus rapides. Et les patients ont droit à un service de première classe que je ne pourrais jamais avoir en Allemagne. Ils déroulent vraiment le tapis rouge pour les Européens. Effrayés par le coût élevé de la médecine dans leur pays, de plus en plus de patients occidentaux tentent l'aventure à l'étranger. De la correction de la presbytie à la chirurgie cardiaque, la mondialisation gagne les chambres d'hôpital. Bienvenue dans le monde merveilleux de la santé mondialisée. Une centaine de cliniques privées pour étrangers se sont ouvertes ces dernières années en Thaïlande. The most important people in your life are in your family. And for your family. Les arguments de ces cliniques sont très simples. Rien n'est plus important que la santé de vos proches et c'est ici qu'elle coûte le moins cher. Les systèmes de santé occidentaux connaissent des crises à répétition. L'Asie du Sud-Est nous vend son remède. Des chambres d'hôpital dignes d'un hôtel 5 étoiles et tout le matériel médical dernier cri. On s'est habitué à voir les industriels fabriquer des t-shirts bon marché dans les pays à bas coût. Mais expédier des malades à l'autre bout du monde pour faire des économies est une idée qui passe encore mal. Le Bangkok International Hospital est l'une des meilleures adresses du pays. On y vient du monde entier pour s'y faire soigner. Nous accompagnons Ursula pour son opération des yeux. Le lieu n'a pas grand-chose à voir avec les cliniques de la vieille Europe. Grâce à un système de désodorisation, ça ne sent même pas l'hôpital. Au lieu de la tristesse blafarde d'un CHU,
on découvre l'atmosphère chaleureuse d'un bar chic. A priori, Ursula n'a pas d'inquiétude à avoir concernant la communication avec l'ophtalmologue thaï. La clinique propose un service d'interprète dans 21 langues. Hallo. Guten Tag, mein Name ist Boban Thongkorn. Ich bin deutsche Dolmetscherin in Bangkok Krankenhaus. Ja, mein Name ist Hens. Mein Name ist Boban. Vous avez beaucoup de patients allemands? Ça dépend. Parfois, on a plus de Suisses ou d'Autrichiens, mais on a quand même des Allemands. Pourquoi viennent-ils le plus? Pour les yeux? Ils viennent pour différentes maladies, pour le cœur, pour les veines ou le cancer, par exemple. 98695. Muss ich raten? Nein, schaffe ich nicht. L'ophtalmologue qu'Ursula a consulté en Allemagne lui a prescrit des lunettes. 96895. En Allemagne comme en France, la correction de la vision au laser est considérée comme une chirurgie de confort et coûte 3 fois plus cher qu'en Thaïlande. Et en prime, l'infirmière vous sourit. Mais avec son opération des yeux, Ursula est du menu gibier. C'est avec le service de cardiologie, baptisé Bangkok Heart Hospital, que la clinique fait le plus de bénéfices. Le service est flambant neuf et pratique des interventions à cœur ouvert tous les jours. La plupart des patients viennent des États-Unis. Les pontages sont un commerce particulièrement florissant à Bangkok. Sur le plan moral et politique, ne vaudrait-il pas mieux faire ce genre d'opération dans le pays du patient? Si, vous avez entièrement raison. Mais prenez les États-Unis, par exemple. Plus de 40 millions d'Américains n'ont pas de couverture sociale. Et rares sont ceux qui peuvent payer les 50 ou 60 000 $ que coûte un pontage là-bas. Je le sais, j'y ai vécu 30 ans. Ici, un pontage coronarien ne coûte que 15 000 $. Ça fait une sacrée différence. L'équipement dont on dispose est exactement le même. Il est même meilleur que dans certains hôpitaux américains. D'après vous, la mondialisation du marché médical va se poursuivre? Le tourisme médical est un secteur en expansion? Oui, certainement. Singapour et l'Inde misent aussi sur ce marché. Ils l'estiment à $1 milliard pour l'année prochaine. Vous vous rendez compte? 1 milliard. Les Américains sans couverture sociale ne sont pas les seuls clients potentiels. La Thaïlande propose également des thérapies en phase expérimentale qui, justement pour cette raison, sont interdites dans d'autres pays. La thérapie cellulaire en est le meilleur exemple. La ville d'Austin, au Texas, est à 20 heures d'avion de Bangkok. C'est ici que vit Ron Murray. Il a 65 ans et un infarctus derrière lui. Son cœur est très affaibli et ne pourra pas tenir longtemps. Ron était attaché de presse. Il jouait de la basse dans un groupe de rock. Aujourd'hui, sa vie s'est réduite à un monceau de pilules à avaler tous les jours. Analgésiques, anti-inflammatoires, hypertenseurs et pilules pour le cœur. Je n'ai jamais eu de problème de santé. Je prenais une aspirine de temps en temps, c'est tout. Je faisais beaucoup de travaux physiques dans ma maison de campagne. J'aimais beaucoup ça. Mais depuis mon infarctus, tout ça c'est fini. C'est pour ça que je veux aller en Thaïlande, même si le traitement est encore en phase expérimentale.
Retrouver ma force, pouvoir abattre un arbre ou soulever une grosse pierre, pour moi, ça n'a pas de prix. Ron se rend au moins 2 fois par semaine chez son cardiologue qui lui conseille une greffe. Mais la liste d'attente est longue aux États-Unis et Ron n'a plus de temps à perdre. Je cherchais une autre solution. La thérapie cellulaire semblait très prometteuse. Alors j'en ai parlé à mon cardiologue. Ensuite, on a regardé ensemble les programmes de recherche que j'avais trouvés sur Internet. L'équipe thaïlandaise était celle qui avait le plus d'expérience. La thérapie cellulaire peut-elle vraiment aider un patient présentant une grave insuffisance cardiaque? Ce n'est absolument pas prouvé. Cela n'empêche pas des cliniques thaïlandaises de la proposer à vil prix. Dans quelques jours, Ron grimpera dans l'avion pour Bangkok. Son cardiologue essaie de se montrer compréhensif. Ron a un risque élevé de mourir d'une défaillance cardiaque très bientôt. Son temps est compté. D'après mes connaissances et mon expérience, la greffe est le traitement le plus indiqué. La thérapie cellulaire existe depuis plusieurs années et elle est de mieux en mieux connue. Mais à mon avis, il est encore trop tôt. D'autant qu'il y a un risque. Les cellules souches seront injectées directement dans le cœur. Or, Ron est très faible. Toute intervention est dangereuse. Le docteur Blois est loin d'être enthousiaste. Mais il sait que Ron n'a pas pris sa décision à la légère et que personne ne pourra le faire changer d'avis. Son patient a déjà son billet d'avion. Le docteur Blois n'a plus qu'à l'aider du mieux qu'il peut, notamment en lui confiant son dossier médical pour qu'il l'emporte avec lui à Bangkok. Jamais Ron n'a eu une tension artérielle aussi basse. C'est dangereux. Il voyait déjà la thérapie cellulaire comme sa dernière chance. Cela ne fait que le conforter dans sa décision. L'équipe de cardiologie qui le suit aux États-Unis ne connaît la thérapie cellulaire que par ouï-dire. En effet, depuis que George Bush a interdit toute recherche sur les cellules souches, les Américains accusent un retard important. Ron s'est laissé séduire par le clip publicitaire de la clinique thaïlandaise. Stem cell therapy is a natural healing process. La thérapie cellulaire y est présentée comme un processus naturel de guérison au cours duquel de nouveaux vaisseaux sanguins se forment. Un vrai remède miracle. Pour couronner le tout, la thérapie est censée être irréprochable sur le plan éthique, puisque les cellules souches sont extraites du sang du patient. C'est un laboratoire israélien qui se charge de cette étape. La clinique thaïlandaise réinjecte ensuite les cellules dans le cœur du patient. Austin, Bangkok, Tel Aviv, la médecine mondialisée ne connaît pas de frontières. Tout ça n'aurait pas existé il y a 20 ou 30 ans. À l'époque, seuls les grands pays occidentaux pouvaient mettre au point toutes ces merveilleuses thérapies. Mais aujourd'hui, c'est fini. Les principaux centres de recherche sur la thérapie cellulaire sont en Asie et en Israël. La mondialisation, pour moi, ça signifie qu'il faut aller là où sont les spécialistes. Dans mon cas, ça veut dire en Asie et en Israël. Plus exactement, je vais en Thaïlande, où on va prélever mon sang et l'envoyer à Tel Aviv. Il faudrait secouer un peu la recherche américaine. Allô, il y a quelqu'un? C'est l'Asie du Sud-Est qui est leader dans ce domaine. C'est pour ça que j'y vais. Les cliniques de Bangkok sont équipées pour recevoir la déferlante de patients en provenance de l'Occident.
En 2008, ils étaient 1,4 million à venir se faire soigner en Thaïlande. La majorité des patients européens sont des Anglais et des Néerlandais qui viennent pour des chirurgies orthopédiques, comme une opération de la hanche par exemple. Les listes d'attente sont très longues chez eux. Depuis peu, quelques assureurs privés proposent de prendre les frais en charge. Mais même sans prise en charge, on peut s'en tirer à meilleur compte qu'en Europe. Pour un assuré allemand, qui a de gros travaux dentaires à faire par exemple, le voyage peut valoir le coup. Le tourisme médical a commencé avec la chirurgie esthétique dans les années 80. Depuis, la Thaïlande a compris qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner en comblant les lacunes des systèmes de santé occidentaux. Ce médecin est le président de la Fédération thaïlandaise des cliniques privées. Peut-on dire que le marché européen du tourisme médical se développe à mesure que les systèmes de santé européens se dégradent? Disons que le marché mondial de la santé est immense. Partout dans le monde, des patients ont besoin de soins de qualité. Plus la demande augmente, plus nous proposons de soins. C'est un marché illimité qui grandira à l'infini. C'est l'occasion de vous montrer ce que nous savons faire. Dites aux gens de venir nous voir. La Thaïlande est le pays du sourire et le paradis du shopping. Nous avons une excellente gastronomie et des soins de qualité. Vous serez heureux et en bonne santé ici. Pour l'instant, la plupart des organismes européens de sécurité sociale résistent à l'appel de l'Asie. Mais on commence à faire des exceptions. Sylvia Gruber est l'une des premières assurées allemandes à obtenir le remboursement d'une chirurgie du cerveau. Mais c'est uniquement parce que son mari travaille pour une société allemande en Thaïlande. Cette ancienne infirmière apprécie le travail des équipes thaïlandaises à sa juste valeur. Le médecin a du temps. L'infirmière aussi. Il vous amène tout de suite dans le bon service. La chambre est déjà prête. Ce n'est pas toujours le cas chez nous. On est vraiment bien pris en charge. Ils vous écoutent, ils vous câlinent, ils vous tiennent la main, ils vous rassurent. À vous entendre, il n'y a que du positif. Avez-vous des doléances? Y a-t-il des choses qui vous dérangent? Vous savez, je vois les infirmières thaïlandaises comme des collègues. Ce qui me dérange, c'est qu'elles font du super travail et qu'elles sont payées une misère. Mais c'est justement ce qui nous attire ici. Oui, mais quand même, je ne trouve pas ça juste. Noy, l'infirmière qui s'occupe d'Ursula, gagne tout juste 300 € par mois. Sans bas salaire, il n'y aurait pas de thérapie à bas coût. Le juteux marché du tourisme médical repose sur les mécanismes habituels de la mondialisation. Les touristes venus se faire soigner dans une clinique de luxe ne voient pas grand-chose des réalités locales. La Thaïlande est un pays émergent, à mi-chemin entre les pays les moins avancés et les pays industrialisés. Les échanges avec le reste du monde profitent à la classe moyenne de Bangkok. Mais juste sous le temple thaïlandais de la consommation, on découvre l'autre visage du pays. La majorité de la population vit dans une extrême pauvreté. D'après les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, la Thaïlande est l'un des pays avec le moins de médecins par habitant. Le tourisme médical risque d'accroître le problème dans la mesure où les médecins préfèrent travailler dans les luxueuses cliniques pour étrangers que dans les hôpitaux publics sous-équipés. L'Ordre des médecins thaïlandais regarde cette évolution d'un œil très critique.
La Thaïlande manque de médecins, surtout dans les régions reculées, parce que les salaires sont très bas dans les hôpitaux publics. Pour un médecin, c'est de l'ordre de 300 à 400 $ par mois. Dans le secteur privé, c'est 10 à 20 fois plus. Un cardiologue qui fait de la chirurgie à cœur ouvert ne gagnera pas plus de 800 $ par mois dans le public. Dans le privé, il gagnera ça en un seul jour. Le gouvernement veut encourager les cliniques privées parce que le pays a besoin d'argent. Mais nous, à l'Ordre des médecins, nous essayons d'attirer l'attention sur la dimension éthique de cette affaire. Nous refusons la marchandisation de l'activité médicale. La publicité doit être réglementée. Les cliniques qui font de la publicité mensongère doivent être punies. Ursula a une vision très pragmatique de tout cela. Elle espère se débarrasser de ces vilaines lunettes. Une perspective alléchante, même si les ophtalmologues allemands déconseillent le laser dans son cas, ou du moins incitent à la prudence à cause du risque d'infection. Il y a 2 possibilités de traiter sa presbytie, déclare le médecin. Il lui donnera toutes les précisions dans la salle d'attente. Sprechen wir draußen. Sie können auch machen, lässig machen. Ja? Ja, eine Seite ist kurzsichtig und noch eine Seite langsichtig. Das verstehe ich jetzt nicht. Eine kurz, eine lang. Qu'est-ce que l'examen a révélé? Le médecin et l'interprète peinent à se faire comprendre. So, hat gemeint, diese Lösung ist besser, wenn die beiden Augen nicht selber lässig machen lassen. Ja, ja. La question du traitement reste ouverte. Laser ou chirurgie du cristallin? Wegen Linse? Ja. Ja. Dass man eine Linse einoperiert. Ja, Dann würde ich sagen, wenn er es machen kann, machen wir sofort. Toll. C'est quoi au final, laser ou chirurgie? Je n'ai pas compris. Chirurgie. Sans anesthésie? Juste des gouttes. Une chirurgie du cristallin sans anesthésie? C'est ce qu'il a dit. Mais une demi-heure plus tard, rien n'est encore décidé. Eh bien, comment vous vous appelez déjà? Madame Hens. Madame Hens aimerait faire les 2 yeux. Oui, mais vous parlez de laser ou d'une opération du cristallin? Que décidez-vous? Je préfère le cristallin. Docteur, cette opération au laser est vraiment nécessaire? Ou vous conseilleriez plutôt à votre patiente de garder ses lunettes? Je lui conseillerais de garder ses lunettes. Vraiment? Oui, encore 1 ou 2 ans au moins. Tant qu'elle n'a pas de cataracte. Mais elle est en train de se préparer au laser, je crois. Si c'est ce qu'elle veut, on peut le faire. Alors on fait ça. Ron, l'Américain, vient d'arriver à Bangkok. Il s'est installé dans un hôtel de luxe. Sa première consultation préopératoire a lieu aujourd'hui. Avant de recevoir une injection de cellules souches, son organisme doit d'abord encaisser le décalage horaire de 12 heures. Je ne savais pas trop si mon organisme allait supporter un voyage de 24 heures en avion, à 12 000 mètres d'altitude. J'ai demandé l'avis de mon médecin avant de partir. Avec mon insuffisance cardiaque, la vraie question c'était, si j'ai un problème durant le voyage, qu'est-ce qui se passe? La décision n'a pas été facile à prendre.
petit comité d'accueil attend Ron à la porte du Bangkok Heart Hospital. Il ne s'agit pas de l'équipe médicale, mais du laboratoire israélien qui prépare les cellules souches. À 40 000 $ l'injection, Ron est en droit d'attendre une prise en charge personnalisée. Il a investi toutes ses économies dans cette opération. Et il a encore beaucoup de questions, principalement concernant les chances de réussite du traitement. Les startups de biotechnologie se vantent souvent d'avoir des résultats mirifiques. Mais quand on leur demande des précisions, la réponse reste très vague. J'ai bien compris. Vous ne pouvez pas promettre à M. Murray que la thérapie cellulaire marchera? On ne peut pas en être sûr. 75% de nos patients voient leur état s'améliorer après la thérapie. Mais évidemment, on ne sait pas à l'avance si ce sera le cas pour M. Murray. Pourriez-vous faire la même chose aux États-Unis? Pourriez-vous ouvrir un laboratoire à Los Angeles pour soigner des patients sur place? Actuellement, ce protocole n'est pas autorisé aux États-Unis. C'est pour ça que M. Murray est venu ici. Mais on a des salariés sur place. Ils sont chargés de recruter des patients qui viennent ensuite ici. Donc la Thaïlande autorise des traitements qui sont interdits aux États-Unis ou en Europe. Est-ce l'un des facteurs qui explique le tourisme médical? Parce qu'il est plus facile d'obtenir des autorisations ici? Oui, on peut le dire. On a toutes les autorisations et on a aussi d'excellents médecins ici. Le docteur Permios est l'une des stars de la clinique. Il a déjà injecté des cellules souches dans le cœur de 130 patients, un record mondial comme il dit. Ron a apporté ses échocardiogrammes sur DVD, mais le chirurgien commence par prendre un papier et un stylo. Il montre à Ron la zone de son cœur la plus touchée par l'infarctus. C'est là qu'il injectera les cellules souches dans une semaine. Une fois encore, Ron demande des précisions pour cerner ses chances de guérison. Okay. Can you fix that particularly? We try to, but we're not 100% sure. In animal study, they're shown in this, but in human, we're not going to take a piece of your heart and check again. We never check that, okay? But this is animal study. Right. So about 5 to 10 point average improvement. How much time is this? 3 months. 3 months. So we follow up every patient 3 months, 6 months and 1 year. Juste une question, docteur. Vous parlez d'un contrôle à 3, 6 et 12 mois. Mais comment faites-vous avec les patients qui sont repartis aux États-Unis? On communique avec eux par mail. La plupart d'entre eux font le suivi avec leur cardiologue aux États-Unis. Les cardiologues américains acceptent de coopérer? Certains oui, d'autres non. Ron va maintenant passer un bilan de santé. Mais de nombreuses questions restent sans réponse. L'intervention, très lucrative, a lieu à Bangkok. Mais le suivi, qui rapporte beaucoup moins, est fait dans le pays d'origine du patient. Est-ce un hasard? Et comment expliquer que la clinique renonce à contrôler elle-même les résultats à long terme, alors que la thérapie est encore en phase expérimentale? De nombreux médecins thaïlandais se posent les mêmes questions. Ce n'est pas une thérapie au sens classique. C'est de la recherche. Donc, on exige un protocole et un suivi avant d'accorder notre autorisation. Jusqu'à présent, tout cela n'était pas réglementé. Le Bangkok Hospital, par exemple, coopère avec le laboratoire israélien TerraVitae pour proposer des injections de cellules souches à des patients américains. Ils ont une autorisation ou ils font sans? Ils font sans.
Mais dans quelques mois, ils ne pourront plus. Une nouvelle loi va entrer en vigueur. Ces équipes devront s'enregistrer, déclarer qui fait quoi, avec quelle technique, et fournir des données, comme les chercheurs. D'ailleurs, elles ne devraient pas demander aux patients de payer, puisqu'en fait, elles font de la recherche. Les patients peuvent faire un don, mais c'est tout. Les patients payent cher, dans les 40 ou 60 000 $. Nous le savons. Beaucoup de médecins sont contre. Nous souhaitons interdire cette pratique, ou du moins la réguler si on ne peut pas l'interdire. À la clinique, c'est un tout autre son de cloche. Le Bangkok Heart Hospital prétend bénéficier pour la thérapie cellulaire d'une autorisation spéciale émanant directement du ministère de la Santé. L'ordre des médecins ne serait absolument pas concerné. Mais alors, qui exerce le contrôle des chercheurs et garantit la sécurité des patients? La réponse est des plus floues. Ce sont précisément ces vides juridiques que les cliniques exploitent pour proposer des thérapies qui sont interdites, ou du moins très réglementées, dans d'autres pays. Une autre forme de tourisme médical a vu le jour à Pattaya. Ce foyer d'handicapés est entièrement financé par la Norvège. Les patients sont norvégiens. Les soignants thaïlandais vivent sur place avec leur famille. Ces patients ont besoin d'être pris en charge nuit et jour. En Norvège, cela coûte extrêmement cher. En Thaïlande, le personnel travaille pour presque rien. Plus de soignants par patient, pour moins d'argent, pour le directeur du foyer, c'est une situation gagnant-gagnant. Oscar, pourquoi amener des handicapés norvégiens en Thaïlande? Du point de vue purement financier, ça règle beaucoup de problèmes liés au coût exorbitant des soins en Norvège. Ça fait économiser beaucoup d'argent à notre sécurité sociale. Ça a été très facile de convaincre les autorités. Nos patients s'épanouissent vraiment. Le personnel thaïlandais est incroyablement attentif. C'est peut-être lié au bouddhisme. En tout cas, les Thaïlandais n'ont aucun problème avec les handicapés. Ils sont très amicaux avec eux et leur donnent tous les soins dont ils ont besoin. Faites la comparaison. Chez nous, ces patients sont enfermés 6 mois de l'année parce que dehors, il fait froid, il neige et que la nuit tombe tôt. Ici, ils vivent dehors, dans un climat chaud. Le personnel est aux petits soins pour eux. Ils sont beaucoup mieux ici. En plus, on crée des emplois en Thaïlande. Je suis sûr que ce marché va exploser dans les prochaines années parce que tout le monde est gagnant. Pour l'instant, 8 patients vivent ici. Mais la liste d'attente ne cesse de s'allonger. Un deuxième foyer doit bientôt ouvrir. Vivre avec les soignants thaïlandais et leurs familles procure un fort sentiment de sécurité aux patients norvégiens, même si leur propre famille est à des milliers de kilomètres. Tout ce petit monde communique en anglais, mais aussi beaucoup par gestes. Le concept marche bien et pourrait être étendu aux personnes âgées et aux personnes dépendantes. On pourra bientôt réserver sa maison de retraite ou de convalescence à prix réduit en Thaïlande. C'est aujourd'hui la fête des Lumières. Les handicapés norvégiens participent aux festivités dans une atmosphère bon enfant. Certains sont ici pour quelques mois seulement, d'autres resteront définitivement. L'intérêt du programme ne se limite pas aux économies substantielles réalisées par l'État norvégien. La plupart des patients ont fait des progrès qu'ils n'auraient sans doute jamais accomplis dans la froide Norvège. Oscar reçoit de plus en plus de demandes d'informations de la part des organismes européens de sécurité sociale. Ces patients ne sont que les précurseurs d'un tout nouveau marché de plusieurs milliards.
À l'hôpital, Ursula est toujours dans le flou. Elle souhaite un implant de cristallin. Mais l'ophtalmologue thaïlandais n'est pas sûr que l'opération soit indiquée. Les voilà donc repartis pour un nouvel examen. Normalerweise haben Sie auch Probleme mit Ihren Augen? Probleme? Ich meine, können Sie schon am Anfang nicht gut sehen? Irgendwas mit Augenproblemen? Nein, ich hatte nie als Kind Probleme. Das kam mit 17 erst, wo ich weniger sehen konnte, in die Ferne. Und wann haben Sie zum letzten Mal Ihren Körper checken lassen? Meinen kompletten Körper? Ja. Schon etwas länger her. Ich kann nicht sagen, 2 Jahre vielleicht. Dans leur argumentaire publicitaire, ces cliniques insistent sur l'absence de problèmes de communication entre médecins thaïlandais et patients étrangers. Mais Ursula n'a toujours pas compris pourquoi l'ophtalmologue ne veut pas l'opérer. On sent les Thaïlandais mal à l'aise dans cette affaire. Les infirmières appellent le médecin-chef. Suspense. Qu'est-ce qui compte le plus? Encaisser les 1 000 € de l'intervention chirurgicale ou prendre la seule bonne décision du point de vue médical, autrement dit refuser d'opérer, ce qui risque de fâcher la patiente? Le diagnostic est reporté à demain. Le médecin-chef veut examiner lui-même Ursula. Mais la clinique aurait-elle fait preuve de la même prudence sans la présence de nos caméras? Vu la tournure que prennent les choses, êtes-vous satisfaite du service de traduction? Dans l'ensemble, ça va. J'ai compris certaines choses par la gestuelle. Et une des dames traduisait assez bien. Ron subit aujourd'hui un test d'effort. 10 minutes de marche rapide, puis on mesure sa tension. Pour l'instant, il loge encore à l'hôtel. Mais les examens sont quotidiens et il se sent bien pris en charge. Le personnel de la clinique est très bien, drôle, agréable et surtout très nombreux. Aux États-Unis, il n'y a qu'une seule infirmière pour tout un étage comme celui-ci. Et elle court partout. Non, ici, tout est parfait. Aujourd'hui, le laboratoire israélien a dépêché toute son équipe locale sur place. C'est le moment tant attendu. Les Thaïlandais vont prélever un peu de sang de Ron, puis l'expédier à Tel Aviv. Pour extraire les cellules souches, le laboratoire israélien a besoin de 500 ml de sang. Toute l'opération prendra 1 semaine, transport compris. Durant ces 8 jours, Ron logera à l'hôtel. Dans le secteur de la santé, la thérapie cellulaire est le grand marché de demain. À terme, on voudrait ouvrir un laboratoire ici, à Bangkok. On espère augmenter le volume de nos clients thaïlandais et étrangers, ce qui nous permettra de baisser nos prix. Évidemment, il faudra aussi prouver l'efficacité de la thérapie. Oui, bien sûr. Vous êtes sûr que ça marche pour une majorité de patients? Les résultats sont très prometteurs. Pour beaucoup de nos patients, c'est la solution de la dernière chance. Ils ont déjà essayé tous les autres traitements possibles. Quand ils viennent nous voir, on leur propose notre thérapie.
Le sang est placé dans une simple glacière et expédié à l'aéroport de Bangkok par coursier. De là, il part directement pour Tel Aviv. Ce que le laboratoire TerraVitae va faire exactement du sang de Ron est confidentiel. Ces images ont été fournies par le laboratoire lui-même. Elles sont censées montrer comment on extrait 100 millions de cellules souches d'un échantillon de 500 millilitres de sang. La thérapie cellulaire suscite de grands espoirs pour le traitement des cardiopathies, mais aussi des maladies d'Alzheimer et de Parkinson. À la fin du processus, on obtient un sérum clair qui est renvoyé à Bangkok. Le commerce international de sang et de cellules souches ne fait l'objet d'aucun contrôle. Nous nous opposons à toute pratique contraire à la déontologie et notamment aux thérapies expérimentales. C'est condamnable en soi, surtout s'il y a des complications pour le patient, et cela nuit à la réputation de la Thaïlande. Nous devons contrôler la composition du sérum qui est renvoyé d'Israël en Thaïlande. Ça tombe sous le coup de la législation thaïlandaise sur l'importation de médicaments. C'est un médicament comme un autre, et tout médicament qui entre sur notre territoire doit être contrôlé. Or, à l'heure actuelle, ces gens passent la douane sans aucun contrôle. Il y a aussi beaucoup de ratés dans le tourisme médical. Cet homme qui manifeste devant le Bumrungrad Hospital s'appelle Jim Goldberg. Il est américain et a perdu son fils dans l'une des chambres de cette clinique de Bangkok. Aujourd'hui, il essaie d'interpeller les autorités. Je manifeste parce que ces gens ont tué mon fils. Ils refusent de répondre à mes questions. J'ai écrit à l'organisme de santé américain qui les a homologués, mais là encore, on refuse de me renseigner sur la mort de mon fils. Depuis plus d'un an, Jim Goldberg tente d'obtenir un rendez-vous avec la direction de l'hôpital. En désespoir de cause, il a décidé de manifester aujourd'hui. That places like this are kept under control. There is no control here. They do whatever they want. Don't go here. Son fils, Joshua, ne faisait pas du tourisme médical. Il visitait les monastères du pays. Pris d'une forte douleur dans la jambe, il a demandé à son père de lui chercher une bonne clinique. Jim Goldberg a trouvé le Bumrungrad sur Internet. Hello, I'm Tom Mintier. Every year, millions of people from around the world travel for healthcare. Luxe et technologie dernier cri sont les arguments forts de la clinique pour séduire les patients étrangers. Autre argument de poids, le label d'un organisme de santé américain. Jim Goldberg profère de graves accusations contre la clinique. D'après lui, Joshua a reçu un cocktail de médicaments très puissants sans qu'un diagnostic clair ne soit préalablement établi. Il est mort la veille du jour prévu pour sa sortie. Toute une nuit est passée avant qu'on ne remarque sa mort, et à partir de ce moment-là, tout n'a été que dissimulation et mensonge. Plus tard, en lisant les dossiers médicaux, on a appris qu'ils avaient prévu de faire une autopsie. Mais ils n'ont jamais pu la faire. Quelqu'un de la clinique a appelé la police thaïlandaise et leur a dit de venir parce que des choses graves étaient en train de se passer. Quand la police est arrivée au Bumrungrad, elle a découvert mon fils mort. C'est la police thaïlandaise qui s'est chargée de l'autopsie. Des médecins américains ont lu le rapport du légiste et trouvé 27 erreurs médicales d'après Jim Goldberg. On a administré à son fils des médicaments auxquels il était allergique sans lui demander ses antécédents. Ce genre d'erreur peut aussi se produire dans les hôpitaux occidentaux, mais en Thaïlande, les médecins négligents n'ont rien à craindre. Si je subis une opération du cœur à New York,
et que quelque chose tourne mal, les autorités vont enquêter immédiatement. Si quelque chose tourne mal en Thaïlande, les autorités regardent ailleurs. Personne ne contrôle les cliniques parce qu'elles marchent main dans la main avec le pouvoir. Le tourisme médical, ça a l'air sympa. C'est bon marché. On va dans un pays chaud et exotique. Les gens trouvent ça merveilleux. Un organisme de santé américain se dit « Super, c'est la solution à tous nos problèmes ». Mais ils ne savent absolument pas dans quoi ils s'embarquent. Jim Goldberg tente d'élucider la cause de la mort de son fils depuis 2 ans. Mais il n'est pas encore parvenu à amener les médecins concernés devant la justice. L'organisme de santé américain ne l'y aide pas. Manifestement, il n'a guère envie d'éclairer les zones d'ombre du tourisme médical. Jim Goldberg tire la sonnette d'alarme. Le label d'un organisme américain fait croire à une sécurité qui n'existe pas. En fait, il s'agit d'un organisme privé, agissant à titre privé, sans aucun lien avec les pouvoirs publics américains. Apparemment, son homologation se négocierait très cher. Cela expliquerait que toutes les cliniques étrangères qui demandent le label l'obtiennent. Mais alors, comment être sûr du sérieux de ces établissements ? En Allemagne, on tente d'apporter une réponse. Le Bangkok International Hospital reçoit aujourd'hui la visite de 2 médecins allemands chargés d'évaluer les établissements étrangers. Ces médecins travaillent dans le cadre du programme TEMOS, dirigé par le CHU d'Aix-la-Chapelle et l'Agence spatiale européenne. La liste des établissements recommandés est publiée sur Internet. Les inspecteurs allemands sont réputés pour leur rigueur. Good morning, dear teams. Okay, here is my emergency department. Vous établissez une liste des cliniques étrangères que vous recommandez. Est-ce que tous les établissements que vous visitez sont retenus ou est-ce que vous êtes très sévère? Nous sommes très sévères. Ça se voit au taux d'établissements retenus. Actuellement, seuls 29% des établissements que nous visitons obtiennent notre label. Les inspecteurs allemands examinent tout à la loupe. Les blocs opératoires, la qualité des soins, l'hygiène et les procédures de travail. Le label allemand est destiné à fournir des repères aux touristes classiques ou aux hommes d'affaires rencontrant un problème de santé à l'étranger. Il n'est pas conçu à des fins publicitaires pour le tourisme médical. D'ailleurs, le Dr Schmidt incite les amateurs d'exotisme à la plus grande prudence. Les candidats au tourisme médical doivent faire attention à l'aspect juridique. En cas de problème? En cas de problème, 6 mois ou 1 an plus tard, qui va payer les éventuels dégâts? Le système de santé de mon pays d'origine? Ou faut-il que j'appelle la clinique qui m'a soigné à l'étranger pour lui annoncer qu'il y a des complications? Ces questions sont-elles tranchées pour la Thaïlande? Autrement dit, s'il y a des complications, est-ce que la sécurité sociale allemande les prend en charge? Cette question n'est pas encore totalement tranchée. On est en train de le faire pour la Thaïlande, parce que c'est un marché en expansion et qu'il faut bien tenir compte des réalités. Autrement dit, pour l'instant, un patient peut se retrouver piégé en cas de complications. Oui, certains peuvent venir ici sans être suffisamment informés sur ces questions. Principal objectif des inspecteurs allemands, fournir une information fiable sur les cliniques étrangères. Le Dr Schmidt jette un œil dans la cuvette des toilettes, mais dans cette clinique thaïlandaise, les normes d'hygiène ont de quoi faire pâlir certains établissements allemands.
Le docteur Schmidt teste l'équipe soignante. Something happens and we need a defibrillator. Where's the next defibrillator? Over here, please. We can just go through this door and then. So how many meters we have to walk? Go very short. Okay. Couple of meters. 1, 2, 3. Okay. And okay. And when it was checked for the last time? Oh, we checked. The last check was. The last check was this morning. We do it every day, every morning, here. We check it every morning. Vous avez l'air impressionné. Disons satisfait. Au terme de 2 jours d'inspection, le Bangkok International Hospital obtient le label allemand. Dans le service d'ophtalmologie, c'est aussi l'heure du bilan. Les médecins vont décider ce qu'ils font d'Ursula, la patiente allemande qui veut absolument une opération du cristallin pour se débarrasser de ses lunettes. Ultime examen avec le médecin-chef. Le docteur Atipas est l'une des grosses pointures de la clinique et sa décision est sans équivoque. Yes, your lens, the natural lens is very, very, very clear still. So do not recommend the lenses. So I think it's not, again, the lens exchange is not for you. Good. Just must go home. I'm afraid so. Sorry. No. Il faudra attendre quelques années avant de revenir en Thaïlande pour vous faire opérer des yeux. Oui, il faudra attendre. Le médecin sait ce qu'il dit. Il est très content de mon cristallin. Il me conseille les lunettes. C'est comme ça, mais j'aurais vu le meilleur spécialiste. Pour Ursula, c'est la fin des vacances médicales en Thaïlande. La clinique peut aisément renoncer à cette opération des yeux. Ce mois-ci, elle attend plus de 5000 patients étrangers. Tandis qu'Ursula reprend le chemin de l'Allemagne, Ron entre dans le vif du sujet. Après une semaine d'hôtel, il est admis à la clinique. Il a passé tous les examens médicaux préalables et viré l'argent sur le compte de la clinique. L'injection des cellules souches doit avoir lieu aujourd'hui. Si tout se passe bien, son cœur malade va bénéficier d'une seconde chance. Comme tous les patients du Bangkok Heart Hospital, Ron a droit à une chambre individuelle spacieuse, équipée d'un écran plat et d'un canapé pour les visiteurs, ainsi qu'à une infirmière particulière. Je n'ai jamais vu une chambre d'hôpital aussi luxueuse. Je suis très flatté. Je n'ai plus qu'à inviter tous mes amis. Je ne suis pas enthousiaste à l'idée de passer 5 jours à l'hôpital. Mais c'est sans doute nécessaire pour être sûr que la cicatrisation se fasse bien. Vous n'appréhendez pas l'opération? Non. Ce n'est même pas une opération. Juste une petite intervention. Ils vont faire une minuscule incision pour introduire la seringue, et puis cette fameuse injection dont j'espère tant. C'est un grand jour pour moi. Je suis très content. L'intervention doit avoir lieu cet après-midi, 2 étages plus bas, dans le service de cardiologie ultramoderne de la clinique. Ici, on opère en 3/8, 24 heures sur 24. L'époque où les Occidentaux venaient en Thaïlande pour de la chirurgie dentaire ou une liposuction est révolue. Aujourd'hui,
Les cliniques thaïlandaises font leur beurre avec des opérations high-tech. Ces robots chirurgiens sont ce qui se fait de mieux actuellement en matière de technologie médicale. Le laboratoire de Tel Aviv vient d'envoyer par fax au docteur Permios les résultats de la procédure. Les Israéliens ont extrait 132,4 millions de cellules souches du sang de Ron. On opère en flux tendu. La glacière envoyée par avion depuis Israël vient d'arriver. Ron a de la chance que tout se déroule sans accroc. Il y a quelques jours encore, l'aéroport de Bangkok était bloqué par des opposants au régime et Israël vient de lancer des raids aériens sur Gaza. Ce n'est pas problématique, ces allers-retours de sang et de sérum avec Israël. Il y a 15 jours, par exemple, l'aéroport de Bangkok était bloqué. Ça peut poser problème si l'aéroport est fermé pour des raisons politiques. Les cellules ont une durée de vie de 35 heures après leur extraction en laboratoire. Mais le patient peut voir cela comme des vacances supplémentaires. Les cellules souches de Ron sont passées sans encombre. L'injection aura lieu dans 2 heures. Le chef de la clinique s'est déplacé jusqu'à la chambre de Ron. Il suit les patients américains de très près. Barack Obama a autorisé la reprise de la recherche sur les cellules souches. Forte de son expérience, la Thaïlande pourrait proposer sa coopération aux États-Unis dans ce secteur qui promet d'être très lucratif. intensive care unit and stay there for a day or two and then move up here. All right. Okay? You're going to do just fine. I'm sure I will. Yeah, okay. Okay. Thanks a lot. Okay. In the state, they don't allow to do this yet. At this Pour l'instant, la thérapie cellulaire n'est pas autorisée aux États-Unis. more than 130. Nous avons déjà traité plus de 130 patients comme ça. The risk is some, but we absolutely sure that Il y a un risque, mais nous ne laisserons pas M. Murray repartir s'il n'est pas en état de prendre l'avion. we're going to have people who oversee that he's fit to fly before we do that. Il n'y a pas de vrai danger. C'est tout de même loin d'être une opération de routine. Il s'agit d'une intervention à cœur ouvert sur un patient qui a fait un infarctus. Durant l'opération, la tension artérielle et la tension du ventricule doivent rester constantes. On les surveille seconde par seconde pour pouvoir ajuster la perfusion si nécessaire. Il faut dégager le cœur de Ron pour pouvoir lui injecter les cellules souches. On ouvre la cage thoracique, on repousse les côtes au moyen d'agrafes et on soulève légèrement le cœur. Le sérum contenant les cellules souches est injecté à l'endroit exact où l'infarctus a causé le plus de dégâts. D'après la clinique, les cellules permettent aux tissus nécrosés et même aux muscles cardiaques de se reconstruire. De retour aux États-Unis, Ron devra faire mesurer régulièrement la capacité de pompage de son cœur. On considère que la thérapie cellulaire a réussi dès lors qu'il y a une amélioration. Le lendemain de l'opération, Ron est en soins intensifs.
J'ai mal partout. C'est vraiment très douloureux. Ce n'est pas qu'on puisse faire grand-chose pour se préparer à la douleur, mais quand même, je ne m'y attendais pas. Pourtant, quelques personnes m'avaient prévenu. Mais ce n'est pas grave. Si ça fait mal, ça fait mal. En fait, ce sont les os qui ont tout pris. J'ai l'impression d'avoir mal aux os. Vous êtes toujours content d'être venu ici? C'était la bonne décision? Absolument. Je ne me suis pas senti comme ça depuis longtemps. Mais c'était l'endroit où faire ça. J'ai longtemps hésité, mais je n'ai aucun regret. Ron restera 2 ou 3 jours en soins intensifs, plus quelques jours supplémentaires dans sa chambre. Après, il pourra rentrer au Texas. La clinique lui avait conseillé de se faire accompagner par un proche, surtout pour le voyage de retour. Mais Ron n'avait pas assez d'argent pour ça. Il devra attendre que son cardiologue américain l'ausculte dans 6 mois pour connaître avec certitude le résultat de sa thérapie à $40 000. Si tout se passe bien, le cas de Ron pourrait faire une excellente publicité au Bangkok Hospital. Les Thaïlandais ont le sens du service. C'est dans notre tradition. C'est un des atouts que nous mettons en avant dans le tourisme médical. Ce sens du service, allié à du matériel de qualité et des équipements luxueux, nous permet d'offrir une bonne prestation, je pense. Le tourisme médical, c'est très bien. Nous soignons certaines personnes qui en ont vraiment besoin et c'est très bien. Mais nous nous opposons à la publicité mensongère et aux pratiques contraires à la déontologie. Il faut que ces cliniques soient contrôlées. C'est la réputation de la Thaïlande qui est en jeu. Ils sont vraiment super. L'hygiène, les mesures de précaution, tout. Je les recommande chaudement. Ils ont des clients qui viennent du monde entier. Je pars du principe que le tourisme médical va se développer. Il y a une offre, il y a une demande. Les assureurs vont devoir suivre. Même en additionnant le prix de la thérapie, du billet d'avion et de l'hôtel pour les proches, certains ont encore un peu d'argent de poche. Sur le papier, c'est merveilleux. Les photos sont jolies. On dirait le Disneyland de la médecine. Sauf qu'à Disneyland, on ne vous opère pas du cœur. Et sachez qu'aujourd'hui, Ron Murrell, le patient américain qui a subi en Thaïlande cette implantation de cellules souches, est dans un état, nous dit-on, stationnaire. Voilà, c'est la fin de cette théma. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une théma consacrée à l'inquiétante démocratisation de la cocaïne. Passez une excellente soirée sur Arte. À mardi. Bonsoir. Merci.